Bonsoir et bienvenue sur D8 en voyage au bout de la nuit. Je suis là cette nuit pour poursuivre la lecture d'Aphrodite de Pierre Louis. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un garçon qui est amoureux d'une fille et qui ne veut pas de lui. Voilà, comme souvent ça arrive, souvent les garçons sont amoureux des filles qui ne les aiment pas et inversement. Moi, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est quand même toujours agréable d'aimer les gens qui nous aiment. C'est plus simple, il me semble. Enfin là, Démétrios, apparemment, c'est un beau gosse. Et voilà. Et toutes les femmes sont folles de lui, sauf Chrysis, voilà, cette courtisane qui lui résiste. Et alors lui, ça le rend fou. Alors maintenant, je poursuis cette lecture. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Ah, répondit-elle, ça c'est moi qui l'ai écrit. Mais qui est-ce, cette Chrysis? C'est ma grande amie. Je m'en doute bien, ce n'est pas cela que je te demande. Quelle Chrysis? Il y en a beaucoup. La mienne, c'est la plus belle, Chrysis de Galilée. Tu la connais? Tu la connais? Mais parle-moi donc. D'où vient-elle? Où demeure-t-elle? Qui est son amant? Dis-moi tout. Il s'assit sur le lit de repos et prit la petite sur ses genoux. Tu es donc amoureux, dit-elle? Peu t'importe. Raconte-moi ce que tu sais, je suis pressée de tout apprendre. Oh, je ne sais rien du tout, c'est court, elle est venue 2 fois chez moi et tu penses que je ne lui ai pas demandé de renseignements sur sa famille. J'étais trop heureuse de la voir et je n'ai pas perdu le temps en conversation. Comment est-elle faite? Elle est faite comme une jolie fille, que veux-tu que je te dise? Faut-il que je te nomme toutes les parties de son corps en ajoutant que tout est beau? Et puis c'est une femme, celle-là, une vraie femme. Quand je pense à elle, j'ai tout de suite envie de quelqu'un. Et elle prit Démétrios par le cou. « Tu ne sais rien, reprit-il, rien sur elle. Je sais qu'elle vient de Galilée, qu'elle a presque 20 ans et qu'elle demeure dans le quartier des Juives, à l'est de la ville, près des jardins. Mais c'est tout. Et sur sa vie, sur ses goûts, tu ne peux rien me dire? Elle aime les femmes puisqu'elle vient chez toi. Mais est-elle tout à fait lesbienne? Certainement non. La première nuit qu'elle a passée ici, elle avait amené un amant et je te jure qu'elle ne simulait rien. Quand une femme est sincère, je le vois à ses yeux. Cela n'empêche pas qu'elle soit revenue une fois toute seule et elle m'a promis une 3e nuit. Tu ne lui connais pas d'autres amis dans les jardins? Personne. Si, une femme de son pays. Kimaïris, une pauvre. Où demeure-t-elle? Il faut que je la voie. Elle couche dans le bois depuis 1 an. Elle a vendu sa maison, mais je sais où est son trou. Je peux t'y emmener si tu le désires. Mets-moi mes sandales, veux-tu? Démétrios noua d'une main rapide les cordons de cuir tressés sur les chevilles frêles de Mélita. Puis il tendit sa robe courte, qu'elle prit simplement sur le bras, et ils sortirent à la hâte. Ils marchèrent longtemps. Le parc était immense. De loin en loin, une fille sous un arbre disait son nom en ouvrant sa robe, puis se recouchait les yeux sur sa main. Mélita en connaissait quelques-unes qui l'embrassaient sans l'arrêter. En passant devant un autel fruste, elle cueillit 3 grandes fleurs dans l'herbe et les déposa sur la pierre. La nuit n'était pas encore sombre. La lumière intense des jours d'été a quelque chose de durable qui s'attarde vaguement dans les lents crépuscules. Les étoiles, faibles et mouillées, à peine plus claires que le fond du ciel, clignaient d'une palpitation douce, et les ombres des branches restaient indécises. « Tiens, dit Mélita, maman, voilà maman. » Une femme seule, vêtue d'une triple mousseline rayée de bleu, s'avançait d'un pas tranquille. Dès qu'elle aperçut l'enfant, elle courut à elle, la souleva de terre, la prit dans ses bras et l'embrassa fortement sur les joues. « Ma petite fille, mon amour, où vas-tu? Je conduis quelqu'un qui veut voir Kimaïris. Et toi, est-ce que tu te promènes? Corina est accouchée, je suis allée chez elle, j'ai dîné près de son lit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Un garçon? 2 jumelles, mon chéri, roses comme des poupées de cire. Tu peux y aller cette nuit, elle te les montrera. Ah, que c'est bien, 2 petites courtisanes. Comment les appelle-t-on? Panikis, toutes les 2. Parce qu'elles sont nées la veille des Aphrodisies. C'est un présage divin, elles seront jolies.
Elle reposa l'enfant sur ses pieds et s'adressant à Démétrios. « Comment trouves-tu ma fille? Ai-je le droit d'en être orgueilleuse ?»« Vous pouvez être satisfaites l'une de l'autre, dit-il avec calme. « Embrasse maman, dit Mélita. » Il posa silencieusement un baiser entre les seins. Pythias le lui rendit sur la bouche et ils se séparèrent. Démétrios et l'enfant firent encore quelques pas sous les arbres, tandis que la courtisane s'éloignait en retournant la tête. À la fin, ils arrivèrent et Mélita dit « C'est ici ». Kimaïris était accroupie sur le talon gauche, dans un petit espace gazonné entre deux arbres et un buisson. Elle avait étendu sous elle une sorte de haillon rouge qui était son dernier vêtement pendant le jour et sur lequel elle couchait nue à l'heure où passent les hommes. Démétrios la contemplait avec un intérêt croissant. Elle avait cet aspect fiévreux de certaines brunes amaigries dont le corps fauve semble consumé par une ardeur toujours battante. Ses lèvres musclées, son regard excessif, ses paupières largement livides composaient une expression double de convoitise sensuelle et d'épuisement. La courbe de son ventre cave et de ses cuisses nerveuses se creusait d'elle-même, comme pour recevoir. Et Kimaïris, peut-être qu'on dit Chimaïris, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, ayant tout vendu, même ses peignes et ses épingles, même ses pinces à épiler, sa chevelure s'était embrouillée dans un désordre inextricable, tandis qu'une pubescence noire ajoutait à sa nudité quelque chose de sauvage, d'impudique et de velu. Près d'elle, un grand bouc se tenait sur ses pattes raides, attaché à un arbre par une chaîne d'or qui avait autrefois brillé à 4 tours sur la poitrine de sa maîtresse. « Kimaïris, dit Mélita, lève-toi, c'est quelqu'un qui veut te parler. » La Juive regarda, mais ne bougea point. Démétrios s'avança. « Tu connais Chrysis, dit-il. »« Oui. »« Tu la vois souvent ?»« Oui. »« Tu peux me parler d'elle ?»« Non. »« Comment non? Comment tu ne peux pas ?»« Non. » Mélita était stupéfaite. « Parle-lui, dit-elle, aie confiance. Il l'aime, il lui veut du bien. »« Je vois clairement qu'il l'aime, répondit Kimaïris. S'il l'aime, il lui veut du mal. S'il l'aime, je ne parlerai pas. » Démétrios eut un frisson de colère, mais se tut. « Donne-moi ta main, lui dit la Juive. Je verrai là si je me suis trompée. » Elle prit la main gauche du jeune homme et la tourna vers le clair de lune. Mélita se pencha pour voir, bien qu'elle ne sût pas lire les mystérieuses lignes, mais leur fatalité l'attirait. « Que vois-tu » dit Démétrios. « Je vois... Puis-je dire ce que je vois? M'en sauras-tu gré? Me croiras-tu seulement? Je vois d'abord tout le bonheur, mais c'est dans le passé. Je vois aussi tout l'amour, mais cela se perd dans le sang. Le mien? Le sang d'une femme, et puis le sang d'une autre femme, puis le tien, un peu plus tard. » Démétrios haussa les épaules. Quand il se retourna, il aperçut Mélita fuyant à toutes jambes dans l'allée. « Elle a eu peur, reprit Kimaïris. Pourtant ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, ni de moi. Laisse aller les choses, puisqu'on ne peut rien arrêter. Dès avant ta naissance, ta destinée était certaine. Va-t'en, je ne te parlerai plus. » Et elle laissa retomber la main. L'amour et la mort. Le sang d'une femme, ensuite le sang d'une autre femme, ensuite le tien, mais un peu plus tard. Démétrios se répétait ces paroles en marchant, et quoi qu'il en eût la croyance en elle, l'oppressait. Il ne s'était jamais fié aux oracles tirés du corps des victimes ou du mouvement des planètes. De telles affinités lui semblaient trop problématiques. Mais les lignes complexes de la main ont par elles-mêmes un aspect d'horoscope exclusivement individuel qu'il ne regardait pas sans inquiétude. Aussi, la prédiction de la chiromantide demeura-t-elle dans son esprit. À son tour, il considéra la paume de sa main à gauche où sa vie était résumée en signes secrets et ineffaçables. Il y vit d'abord au sommet une sorte de croissant régulier dont les pointes étaient tournées vers la naissance des doigts. Au-dessous, une ligne quadruple,
noueuses et rosées se creusaient, marquées en 2 endroits par des points très rouges. Une autre ligne, plus mince, descendait d'abord parallèle, puis virait brusquement vers le poignet. Enfin, une troisième courte et pure contournait la base du pouce qui était fièrement couvert de linéoles effilés. Il vit tout cela, mais n'en sachant pas lire le symbole caché, il se passa la main sur les yeux et changea d'objet sa méditation. Chrysis, 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 ce nom battait en lui comme une fièvre. La satisfaire, la conquérir, l'enfermer dans ses bras, fuir avec elle ailleurs, en Syrie, en Grèce, à Rome, n'importe où, pourvu que ce fût dans un endroit où lui n'eût pas de maîtresse et elle pas d'amant. Voilà ce qu'il fallait faire, et immédiatement, immédiatement. Des 3 cadeaux qu'elle avait demandés, un déjà était pris. Restaient les 2 autres, le peigne et le collier. Le peigne d'abord, pensa-t-il, et il pressa le pas. Tous les soirs, après le soleil couché, la femme du grand prêtre s'asseyait sur un banc de marbre adossé à la forêt et d'où l'on voyait toute la mer. Démétrios ne l'ignorait point, car cette femme, comme tant d'autres, avait été amoureuse de lui. Et elle lui avait dit une fois que le jour où il voudrait d'elle, ce serait là qu'il la pourrait prendre. Donc, ce fut là qu'il se rendit. Elle y était, en effet, mais elle ne le vit pas s'avancer. Elle se tenait assise, les yeux clos, le corps renversé sur le dossier et les 2 bras à l'abandon. C'était une Égyptienne. Elle se nommait Touni. Elle portait une tunique légère de pourpre vive, sans agrafe ni ceinture et sans autre broderie que 2 étoiles noires pour marquer les pointes de ses seins. La mince étoffe plissée au fer s'arrêtait sur les boules délicates de ses genoux et de petites chaussures de cuir bleu gantaient ses pieds menus et ronds. Sa peau était très bistrée, ses lèvres étaient très épaisses, ses épaules étaient très fines, sa taille fragile et souple semblait fatiguée par le poids de sa gorge pleine. Elle dormait la bouche ouverte et rêvait doucement. Démétrios, silencieux, prit place auprès d'elle sur le banc. Il s'accouda lentement et plus près encore. Une jeune épaule lisse et foncée, effilée au sommet, musculeuse près de l'aisselle et réunie à la poitrine par une ombre de la peau, lui offrait sa délicatesse. Plus bas, la tunique en mousseline de pourpre ouvrait jusqu'à la hanche sa fente longue et lâche. Démétrios passa lentement la main par cette ouverture flottante et ses doigts en corbeille touchèrent de leurs extrémités les contours du sein gauche en moiteur. Le mamelon se dressa dans la paume. Cependant, Touni ne s'éveilla point. Son rêve s'altéra peu à peu, mais sans en être dissipé. Par ses lèvres entr'ouvertes, sa respiration devint plus rapide, et elle murmura une longue phrase qui n'était pas intelligible. Sa tête brûlante retomba. Démétrios, avec la même douceur, retira sa main attiédie et l'épanouit au souffle du vent. La mer éternelle frémissait depuis la vague terrasse bleue jusqu'à l'immense scintillation de la nuit. Comme un autre sein d'une autre prêtresse, elle se gonflait vers les étoiles, soulevée par le rêve antique dont elle frissonne encore sous nos yeux attardés et dont les derniers êtres chercheront le mystère avant de s'effacer à la fin des âges. La lune penchait sur elle sa vaste coupe de sang. Au-delà de l'air le plus pur qui eût jamais uni le ciel et la terre, une légère traîne rouge parsemée de veines sombres tremblait à fleur de mer sous la lune montante, comme le frisson d'une caresse à la pulpe d'un sein nocturne demeure après qu'elle a passé. Touni dormait toujours, la tête inclinée, le corps presque nu dans sa mousseline teinte. La pourpre de la lune encore sur l'horizon arrivait jusqu'à elle par-dessus la mer. Sa lueur éclatante et fatale la baignait d'une flamme qui semblait immobile. Mais lentement, le reflet s'élevait sur l'Égyptienne. Une à une, ses boucles noires apparurent et enfin brusquement sortit de l'ombre le peigne royal désiré par Chrysis,
Le peigne éclaira sa couronne d'ivoire, atteint par le rayonnement rouge. Alors, le sculpteur prit entre ses mains le doux visage de Touni et il le tourna vers le sien. Elle ouvrit ses yeux qui grandirent. Démétrios, Démétrios, toi, et ses deux bras s'abattirent sur lui. Oh, murmura-t-elle d'une voix qui chantait avec son bonheur. Oh, tu es venu, tu es là. Est-ce toi, Démétrios, qui m'éveille dans tes mains? Est-ce toi, fils de ma déesse, ô Dieu de mon corps et de ma vie? Démétrios fit un mouvement de recul. Elle s'approcha d'un seul élan. Non, disait-elle, que crains-tu? Je ne suis pas pour toi celle que l'on redoute et que la toute-puissance du grand prêtre environne. Oublie mon nom, Démétrios. Les femmes n'ont plus de nom dans les bras des amants. Je ne suis plus celle que tu crois. Je ne suis rien qu'une femme qui t'aime et que ton désir remplit jusqu'à l'extrémité des seins. Démétrios n'ouvrit pas les lèvres. Écoute encore, reprit-elle. Je sais qui te possède. Je ne veux même pas être une amante et prétendre si peu que ce soit à devenir rivale de ma reine. Non, Démétrios, fais de moi ce que tu veux. Prends-moi comme une petite esclave que l'on saisit un instant et qu'on laisse avec un souvenir en n'emportant qu'un oubli. Prends-moi comme la dernière de ces courtisanes pauvres qui attendent le long du sentier l'aumône d'un amour furtif et brutal. Au fait, que suis-je de plus qu'elle et que m'ont donné les immortels qui n'est accordé aussi à la plus servile de toutes mes esclaves? Toi, du moins, tu as la beauté qui dispense autour d'elle l'émanation des dieux. Plus gravement encore, Démétrios la pénétra du regard. Et que penses-tu, malheureuse, qui puisse émaner des dieux, sinon l'amour ou la mort? Elle se dressa. Que veux-tu dire? La mort? Oui, la mort. Mais c'est si loin pour moi. Dans 60 ans d'ici, je penserai à elle. Pourquoi me parles-tu de la mort, Démétrios? Il dit simplement « la mort ce soir ». Par terreur, elle éclata de rire. « Ce soir? Mais non, mais qui a dit cela? Pourquoi mourrais-je? Réponds-moi, parle! Quelle horrible raillerie! Tu es condamné. Par qui? Par ton destin. Comment le sais-tu? Je le sais parce que je suis mêlée tout nid à ton destin. Et mon destin veut que je meure? Ton destin veut que tu meures par ma main sur ce banc. Il lui saisit le poignet. Démétrios, bégaya-t-elle, épouvantée. Je ne crierai pas, je n'appellerai pas. Laisse-moi parler. Et elle essuya son front en sueur. Si la mort me vient de toi, la mort me sera si douce. Je l'accepte, je la veux. Mais écoute. Elle l'entraînait dans la nuit du bois en chancelant de pierre en pierre. Puisque tu as dans les mains, poursuivit-elle, tout ce que nous recevons des dieux, le frisson qui nous donne la vie et celui qui nous l'arrache, ouvre tes deux mains sur mes yeux, Démétrios, celle de l'amour et celle de la mort. Et si tu fais ainsi, je mourrai sans regret. Il tourna vers elle un regard sans réponse, mais elle crut y lire le oui qu'il n'avait pas prononcé. Transfigurée pour la seconde fois, elle releva un visage nouveau, d'où le désir renaissant chassait la terreur avec une force désespérée. Elle ne lui parla plus, mais déjà entre ses lèvres, qui ne devaient pas se refermer, chacune de ses haleines chantait à voix basse, comme si elle entrait en amour avant même d'obtenir l'étreinte. Cette suprême victoire, elle l'obtint pourtant. Déchirant d'un seul geste sa tunique légère, elle en fit dans sa main une boule de mousseline qu'elle jeta derrière elle avec un sourire à peine attristé. Son corps jeune et fin s'étendit pour toujours dans une félicité trop vive pour ne pas être éternelle, et comme son amant distrait, ou peut-être hésitant et anxieux, achevait le geste de l'amour, sans dessiner celui de la mort. « Ah » cria-t-elle tout à coup, « mais tue-moi donc, Démétrios, qu'attends-tu » Il se souleva sur le poing, regarda encore Touni qui levait d'en bas vers lui de larges yeux extasiés, et tirant une des deux longues épingles d'or qui brillaient au-dessus des oreilles, il l'enfonça nettement sous la mamelle gauche. Clair de lune.
Pourtant, cette femme lui aurait donné son peigne et même sa chevelure aussi par amour. S'il ne le demanda pas, ce fut par scrupule. Chrysis avait exigé un crime et non pas tel bijou ancien piqué dans les cheveux d'une jeune femme. Il devait tuer, il tua. Il aurait pu considérer encore que les serments qu'on fait aux femmes pendant les accès amoureux peuvent s'oublier dans l'intervalle sans grand dommage pour la valeur morale de l'amant qui les a jurés, et que si jamais cet oubli involontaire devait se couvrir d'une excuse, c'était bien dans la circonstance où la vie d'une autre femme assurément innocente se trouvait dans la balance. Mais Démétrios ne s'arrêtait pas à ce raisonnement. L'aventure qu'il poursuivait lui parut trop intéressante pour en escamoter les incidents violents. Il craignait de regretter plus tard d'avoir effacé de l'intrigue une scène courte et cependant nécessaire à l'harmonie de ses proportions. Souvent, il ne faudrait qu'une défaillance vertueuse pour réduire une tragédie aux banalités de l'existence normale. La mort de Cassandra, se dit-il, n'est pas un fait indispensable au développement d'Agamemnon. Mais si elle n'avait pas lieu, tout l'Orestie en serait gâté. C'est pourquoi, ayant coupé la chevelure de Touni, il serra dans ses vêtements le peigne d'ivoire historié, et sans réfléchir davantage, il entreprit le troisième des travaux commandés par Chrysis, la prise du collier d'Aphrodite. Il ne fallait pas songer à entrer au temple par la grande porte. Les 12 hermaphrodites qui gardaient l'entrée eussent sans doute laissé passer Démétrios. Malgré l'interdiction qui arrêtait tout profane en l'absence des prêtres, mais il lui était inutile de prouver aussi naïvement sa future culpabilité, puisqu'une entrée secrète menait au sanctuaire. Démétrios se rendit dans une partie du bois déserte où se trouvait la nécropole des grands prêtres de la déesse. Il compta les premiers tombeaux, fit tourner la porte du 7e et la referma derrière lui. Avec une grande difficulté, car la pierre était lourde. Il souleva la dalle funéraire, sous laquelle s'enfonçait un escalier de marbre, et il descendit, marche à marche. Il savait qu'on pouvait faire 60 pas en ligne droite, et qu'après, il était nécessaire de suivre le mur à tâtons pour ne pas se heurter à l'escalier souterrain du peuple. La grande fraîcheur de la terre profonde le calma peu à peu. En quelques instants, il arriva au terme, il monta, il ouvrit. La nuit était claire au dehors et noire dans la divine enceinte. Lorsqu'avec précaution il eut refermé doucement la porte trop sonore, il se sentit plein de frissons, et comme environné par la froideur des pierres, il n'osait pas lever ses yeux, ce silence noir l'effrayait, l'obscurité se peuplait d'inconnus. Il se mit la main sur le front, comme un homme qui ne veut pas s'éveiller de peur de se retrouver vivant. Il regarda enfin. Dans une grande lumière de lune, la déesse apparaissait sur un piédestal de pierre rose chargé de trésors appendus. Elle était nue et sexuée, vaguement teintée selon les couleurs de la femme. Elle tenait d'une main son miroir, dont le manche était un priape, et de l'autre adornait sa beauté d'un collier de perles à 7 rangs. Une perle plus grosse que les autres, argentine et allongée, brillait entre ses deux mamelles, comme un croissant nocturne entre deux nuages ronds. Et c'étaient les vraies perles saintes, nées des gouttes d'eau qui avaient roulé dans la conque de l'Anadiomène. Démétrios se perdit dans une adoration ineffable. Il crut en vérité que l'Aphrodite elle-même était là. Il ne reconnut plus son œuvre, tant l'abîme était profonde entre ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Il tendit les bras en avant et murmura les mots mystérieux par lesquels on prie la déesse dans les cérémonies phrygiennes. Surnaturelle, lumineuse, impalpable, nue et pure, la vision flottait sur la pierre, palpitait moelleusement. Il fixait les yeux sur elle, et pourtant il craignait déjà que la caresse de son regard ne fît évaporer dans l'air cette hallucination faible. Il s'avança très doucement,
toucha du doigt l'orteil rose, comme pour s'assurer de l'existence de la statue, et incapable de s'arrêter tant elle l'attirait à soi, il monta debout auprès d'elle et posa les mains sur les épaules blanches en la contemplant dans les yeux. Il tremblait, il défaillait, il se prit à rire de joie. Ses mains erraient sur les bras nus, pressaient la taille froide et dure, descendaient le long des jambes, caressaient le globe du ventre. De toute sa force, il s'étirait contre cette immortalité. Il se regarda dans le miroir, il souleva le collier de perles, l'ôta, le fit briller à la lune et le remit peureusement. Il baisa la main repliée, le cou rond, l'onduleuse gorge, la bouche entr'ouverte du marbre, puis il recula jusqu'au bord du socle, et se tenant au bras divin, il regarda tendrement la tête adorable inclinée. Les cheveux avaient été coiffés à la manière orientale et voilaient le front légèrement. Les yeux à demi fermés se prolongeaient en sourire. Les lèvres restaient séparées comme évanouies d'un baiser. Il disposa en silence les 7 rangs de perles rondes sur la poitrine éclatante et descendit jusqu'à terre pour voir l'idole de plus loin. Alors il lui sembla qu'il se réveillait. Il se rappela ce qu'il était venu faire, ce qu'il avait voulu, failli accomplir. Une chose monstrueuse. Il se sentit rougir jusqu'aux tempes. Le souvenir de Chrysis passa devant sa mémoire comme une apparition grossière. Il énuméra tout ce qui restait douteux dans la beauté de la courtisane. Les lèvres épaisses, les cheveux gonflés, la démarche molle, ce qu'étaient les mains, il l'avait oublié. Mais il les imagina larges pour ajouter un détail odieux à l'image qu'il repoussait. Son état d'esprit devint semblable à celui d'un homme surpris à l'aube par son unique maîtresse dans le lit d'une fille ignoble, et qui ne pourrait pas s'expliquer à lui-même comment il a pu se laisser tenter la veille. Il ne trouvait ni excuse, ni même une raison sérieuse. Évidemment, pendant une journée, il avait subi une sorte de folie passagère, un trouble physique, une maladie. Il se sentait guéri, mais encore ivre d'étourdissement. Pour achever de revenir à lui, il s'adossa contre le mur du temple et resta longtemps debout devant la statue. La lumière de la lune continuait de descendre par l'ouverture carrée du toit. Aphrodite resplendissait, et comme les yeux étaient dans l'ombre, il cherchait leur regard. Toute la nuit se passa ainsi. Puis le jour vint, et la statue prit tour à tour la lividité rose de l'aube et le reflet doré du soleil. Démétrios ne pensait plus. Le peigne d'ivoire et le miroir d'argent qu'il portait dans sa tunique avaient disparu de sa mémoire. Il s'abandonnait doucement à la contemplation sereine. Au dehors, une tempête de cris d'oiseaux bruissait, sifflait, chantait dans le jardin. On entendait des voix de femmes qui parlaient et qui riaient au pied des murs. L'agitation du matin surgissait de la terre éveillée. Démétrios n'avait en lui que des sentiments bienheureux. Le soleil était déjà haut et l'ombre du toit s'était déplacée quand il entendit un bruit confus de pas légers fouler les marches extérieures. C'était sans doute un sacrifice qu'on allait offrir à la déesse, une procession de jeunes femmes qui venaient accomplir des vœux ou en prononcer devant la statue pour le premier jour des Aphrodisies. Démétrios voulut fuir. Le piédestal sacré s'ouvrait par derrière d'une façon que les prêtres seuls et le sculpteur connaissaient. C'était là que se tenait l'hiérophante pour dicter à une jeune fille dont la voix était claire et haute les discours miraculeux qui venaient de la statue le 3e jour de la fête. Par là, on pouvait gagner les jardins. Démétrios s'y pénétra et s'arrêta devant les ouvertures bordées de bronze qui perçaient la pierre profonde. Les 2 portes d'or s'ouvrirent lourdement, puis la procession entra. Voilà pour la suite, ce sera la prochaine fois. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt.